Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle Earth SBG France. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau Quentin. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode des Conseils d'Elrond. On va continuer notre lancée d'analyse des différents scénarios du supplément Match Play Guide. N'hésitez pas à aller regarder l'épisode précédent où on échange à propos du scénario Domination. Aujourd'hui, on va s'intéresser au scénario To the Death, donc à mort en français. Numéro 2. Exactement. Scénario numéro 2 du supplément. Et on va attaquer tout de suite l'analyse de ce scénario avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce scénario, comment on se déploie, etc. C'est vraiment un scénario peut-être le plus classique, le plus basique qu'on connaisse sur le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que le déploiement, il va être chacun à 12 pas de son bord de table, et il va être alterné troupe par troupe. C'est-à-dire, je vais déployer ma troupe autour de mon capitaine à 6 pas, tu vas déployer la tienne, je vais déployer une deuxième troupe, et toi ta deuxième, etc. Jusqu'à qu'on ait tous déployé notre armée. Donc quelque chose d'assez classique finalement dans le jeu. C'est ça. Et sur les objectifs, déjà, comment se termine la partie ? C'est vraiment aussi quelque chose le plus simple qu'on connaisse, c'est-à-dire à moins de 25% de ses effectifs de départ, la partie s'arrêtera. Facile. Il faut tuer son adversaire pour faire arrêter la partie. C'est ça. Et sur les conditions de victoire, du coup, comment on marque des points sur ce scénario ? Donc pour remporter ce scénario, eh bien, il va y avoir l'objectif principal, ça va être en fait de démoraliser l'adversaire, voire même de le démobiliser. Donc le mettre à 50%, même jusqu'à 25%, moins de 25%. On va remporter 3 points si on a réussi à démoraliser l'adversaire, le mettre à moins de 50% de ses effectifs de départ. On va en plus marquer 2 points supplémentaires si nous, on n'est pas démoralisé dans le même temps, donc 5 points là-dessus. Et encore 2 points supplémentaires si on a réussi à le démobiliser, donc on va le mettre à moins de 25%. Donc jusqu'à 7 points pour, on va dire, taper dans l'adversaire fortement. Exactement. Donc ça, on va dire, c'est le truc principal. Et ensuite, on aura 2 objectifs secondaires, mais qui rapportent quand même du coup jusqu'à 12 points en tout. On va avoir blessé le général 1 point, le général adverse, arriver à le tuer 3 points. Et on a aussi attaqué la bannière ennemie. Donc si on a une bannière en vie de notre côté, à la fin de la partie, c'est 1 point. Et si on arrive à avoir une bannière en vie et aucune en face de la part de l'adversaire, on a 2 points. Donc pour un total de 12 points de victoire. Donc en gros, c'est bête et méchant, il faut aller taper son adversaire, viser son général, sa bannière, et après, c'est toute cette petite troupe pour le taper le plus possible, quoi. C'est ça, donc on va dire le gros de l'armée, plus 2 figurines très importantes en face. On va passer maintenant à comment on peut construire une liste qui est adaptée à ce scénario-là. Quelles sont les différentes options qui s'adressent à nous pour optimiser, entre guillemets, sa liste d'armées à ce scénario-là. Comme ça, toi, qu'est-ce que tu vois en premier lieu pour avoir une bonne liste sur ce scénario ? Déjà, il faut se dire la priorité, c'est d'être bon sur l'objectif principal, donc sur les 7 points de bourriner. Donc dans ce cas-là, il faut soit avoir une armée qui est suffisamment nombreuse pour encaisser les combats sur le long terme, soit sinon, si vous êtes moins nombreux, avoir de l'élite avec de la haute défense, ou du haut combat, ou de la terreur, ou une combinaison de tout ça. Et évidemment, si vous avez tout ça à la fois, donc à la fois ces caractéristiques-là de terreur, défense, combat, et qu'en plus vous êtes nombreux, vous êtes plutôt bien. C'est clair. Donc plutôt miser sur toutes les unités avec armure lourde. Donc on peut penser aux guerriers Minastirites, aux guerriers nains de manière générale, ou encore du côté du mal, peut-être les Numénoriens noirs ou les guerriers Uruk-hai, tout simplement. Et après, pour avoir des bons guerriers, il nous reste que les elfes, qui ont un combat 5 de base. Et après, chez le mal, peut-être plus miser, plus sur le nombre du coup, parce que la qualité combattante, c'est pas leur fort. Mais le nombre, c'est facile à recruter de ce côté-là. Et le mal aura peut-être, on va dire, l'avantage inverse, plutôt que de miser sur l'aspect défense ou sur la haute capacité de combat, ils auront peut-être plus de la force élevée, et donc seront plus capables de démoraliser rapidement l'adversaire, de faire des dégâts plus rapidement. Parce qu'en fait, le but, c'est, si vous voulez aussi, je sais pas moi, faire 10 morts à l'adversaire en un tour, c'est bien aussi, quoi. Ouais. Donc soit vous jouez très offensif avec grosse force et puis aussi de la vitesse, ça peut être intéressant.
soit aussi durer sur long terme avec la défense. Évidemment, si vous avez les deux, grosse force, grosse défense. C'est pratique. Voilà, là le scénario il va être en votre faveur, c'est sûr. C'est clair. Sur les généraux, parce qu'on voit que dans ce scénario, ça rapporte aussi des points. Quel type de général vaut mieux adopter? Un général plutôt agressif, plutôt défensif? Magie, pas magie? Combattant, pas combattant? Bah, là on voit qu'il y a et ce sera le cas dans beaucoup de scénarios, il y a quand même donc des points pour le garder en vie. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux avoir un général donc déjà qui soit costaud, qui puisse encaisser, et après si vous n'êtes pas obligé pour qu'il soit bon de l'envoyer en première ligne, c'est encore mieux. Je veux dire, voilà, donc il vaut mieux avoir quelqu'un qui est un petit peu derrière et qu'on puisse cacher au cas où ça tourne mal. C'est-à-dire si vous commencez à vous faire complètement ratiboiser au milieu et qu'il n'a plus de protection de la part de vos guerriers ou qu'il est isolé, bon bah voilà, là vous avez donné 3 points faciles. Donc c'est quand même mieux d'avoir un général qui est un peu en retrait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. C'est plutôt logique, hein. Après, du coup, il faut vraiment essayer de créer des petites menaces en dehors de votre général pour pouvoir parce que justement, les dégâts vont être plus souvent faits par les héros que par les guerriers de base. Donc c'est sûr que si votre seule force de frappe de votre armée, c'est votre général, eh ben, vous risquez de le se faire blesser sur un jet malheureux lors d'un combat, qui arrive quand même très régulièrement lors des parties. Ou une petite flèche hein, lors du déploiement ou la phase on va dire d'approche. Donc là aussi, il faut quand même pas vouloir exposer son général un peu bêtement. Parce que après, c'est bien ce que tu dis, parce que c'était un peu le dernier point qu'on doit voir sur l'armée. Est-ce que faut jouer beaucoup de tirs, pas beaucoup de tirs? Compenser le manque de tirs par de la mobilité, qu'est-ce que t'en penses? Bah là, on est sur un déploiement qui est classique, où on va dire on est du coup théoriquement à 24 pas ou plus de l'adversaire dès le départ, si on se met vraiment à la limite des 12 pas. C'est-à-dire qu'on a le temps de tirer. Donc si on a le temps de tirer, ben, je dirais qu'il faut en profiter, et il faut avoir, si on a une armée qui est capable d'être bonne à distance, bah, il faut mettre le paquet sur les tireurs. Et si par contre on a une armée qui n'en dispose pas, avoir justement de la vitesse, un tambour, des marcheurs héroïques pour réduire sa distance et pour être vite au corps à corps. Le deuxième objectif de scénario concerne la bannière. Sur quel type de guerrier tu mettrais la bannière, toi? Ou alors peut-être une bannière héroïque? Bannière héroïque, c'est encore mieux. Mais bannière héroïque, moi je dirais que, en tout cas, il ne faudrait pas que ce soit votre général. Parce que là, du coup, vous avez vraiment, on pense à par exemple un Souladan ou un Boromir Tour Blanche, qui ont en plus des rangs de héros qui sont élevés. Donc si c'est en plus votre général, ça fait tout simplement 2 objectifs sur la même cible, donc trop risqué. Mais évidemment, une bannière héroïque, c'est encore mieux. Après, si vous avez que des guerriers, entre guillemets, à disposition, il vaut mieux avoir un guerrier qui soit capable... Alors, si une petite résistance à la magie, c'est parfait, hein, au cas où. Mais ça, voilà, c'est pas évident de l'avoir. Par contre, avoir une bonne bravoure, tu peux avoir des gardes du corps, ça peut être intéressant. Une bonne défense, donc avec armure lourde, bouclier. Une cape elfique. Une cape elfique, voilà, pour pouvoir se protéger à distance un peu derrière un décor, ça peut être sympa. Et globalement, il faut, comme le général, avoir à l'esprit qu'il faudra peut-être des fois moins l'utiliser dans son rôle principal de soutenir les combats, mais peut-être bien la cacher pour pas perdre des points et en donner à l'adversaire. Donc on vient de terminer la partie un peu conseil sur la liste d'armées, sur comment former votre force pour jouer ce scénario-là. On va pas faire de présentation sur comment se déployer, parce que c'est quelque chose d'assez basique. On peut le faire rapidement, mais si vous avez du tir, vous restez le plus loin possible de votre adversaire, et si vous n'avez pas de tir, vous allez le plus vite possible sur votre adversaire. Donc voilà, vous jouez sur vos 12 pouces de déploiement. On va peut-être se concentrer sur des petites astuces sur comment bien aborder ce scénario et comment jouer et faire évoluer sa stratégie au cours de la partie. On va commencer très rapidement sur peut-être les choses peut-être les plus simples à marquer sur ce scénario, ce qui est la blessure du général ou tuer la bannière adverse, si vous avez une bannière. Parce que si vous n'avez pas, là il faut vraiment aller targeter la bannière adverse pour l'empêcher de marquer 2 points. Moi, à chaque fois que je joue ce scénario, c'est vrai que j'ai souvent des armées qui sont faites pour aller au corps à corps. Je mets pas beaucoup de tirs dans mes armées parce que je trouve pas ça très très efficace. Question de goût.
Du coup, sur ce scénario, j'aime bien aller avancer vers mon adversaire et utiliser un peu des magies ou les quelques tirs que j'ai ou des petits combats héroïques comme ça pour aller chercher la bannière adverse et ensuite temporiser un maximum la partie pour forcer en fait mon adversaire à se dépêcher et à aller sacrifier des ressources sur moi, et ça va ensuite me faciliter l'accès à la démoralisation adverse, ou alors même il fait une erreur sur son général qui me laisse ensuite la possibilité d'aller marquer des points sur ça. Toi, sur les types de scénarios comme ça, comment tu te projettes sur ce scénario avant de commencer ta partie? Moi, j'ai une approche un petit peu différente parce que on va dire que toi, tu essaies de mettre la pression tout de suite et ensuite tu te dis l'autre, il va vouloir rattraper son retard et faire des erreurs, choses comme ça. C'est ça. Et moi, en général, j'essaie quand même toujours de me dire, est-ce que je peux démo? Parce que c'est plus simple si j'y arrive comme ça. Et puis, il y a un côté un peu boule de neige, tu vois. Si tu commences à arriver à le démo en dominant bien comme il faut, t'es pas démo non plus. Et après, en fait, la démo, donc les 7 points, ils arrivent vite. Donc, il y a un côté où c'est un peu la facilité. En début de partie, je pars comme ça. Par contre, il y a des fois où, en cours de partie, on se rend compte que tout simplement, les deux armées en face s'annulent l'une l'autre. Et que les dés veulent pas forcément faire les bons jets. Voilà, qu'en fait, c'est une partie bloquée, très défensive ou des fois très lente. Ça arrive aussi, volontairement ou involontairement, bien sûr. Plutôt volontairement, normalement. Mais bon, en compétition, on sait jamais. Et dans ce cas-là, je me dis, bon, j'arriverai pas à scorer les gros points de scénario. Dans ce cas-là, je vais me rapatrier sur les objectifs secondaires. Et dans ce cas-là, je vais essayer d'aller chercher justement la bannière, la blessure du général. Je vais jouer, on va dire, un peu plus petit bras. Mais donc, voilà, je me dis que je vais essayer d'adapter. Et en plus, il y a un côté où ça peut un peu surprendre l'adversaire parce que tu changes de cap et il s'attend pas forcément à ce que tu ailles chercher son général alors que tu as fait le bourrin dès le départ. Alors que peut-être que si tu dévoiles vite une agression de la bannière ennemie en cachant la tienne, ou avec le général comme ça, peut-être l'adversaire peut peut-être réagir et aller planquer sa bannière de l'autre côté du terrain. Et là, ça sent une grosse égalité à se regarder dans le banc des yeux. Parce que la bannière, mine de rien, c'est quand même, ça peut être des unités qui, quand même, si c'est une bannière qui est portée par un guerrier, c'est quand même une unité quand même assez compliquée d'aller chasser, parce que la bannière peut se transmettre de guerrier en guerrier, entre guillemets, parce que, pour rappel, un guerrier qui meurt avec sa bannière peut la transmettre à n'importe quel autre guerrier. C'est-à-dire que même un guerrier qui ne peut pas avoir de bannière dans son profil peut quand même la ramasser. Et ça, c'est des erreurs qu'on fait souvent, qu'on voit souvent dans les tournois en disant non, il peut pas ramasser parce qu'il a pas de bannière dans son profil. Si. Parce que c'est un berserker, il peut pas, il en a pas, il n'y a pas de figurine berserker avec une bannière. Si. Vous mettez un petit token dessus et il a la bannière, il n'y a pas de souci. Ça ne marche pas pour les bannières héroïques. Donc là, par contre, il faudra quand même faire très attention à son héros pour pas faire une erreur de positionnement qui puisse se faire croquer par des héros adverses ou des tirs ou des choses comme ça. Mais l'avantage, c'est que le héros qui porte la bannière, normalement, il est plus résistant, etc. Donc bon, faudra faire une belle erreur pour l'exposer. C'est ça. Parce que généralement, il a plusieurs points de vie, un peu de destin, une bonne défense. Donc il a de quoi tenir toute la partie normalement. Cette partie de conseils sur comment aborder et jouer ce scénario est terminée. On va se retrouver maintenant sur la table de jeu pour vous montrer quelques petites astuces pour chasser la bannière, chasser les généraux et essayer d'accélérer un peu la démoralisation adverse. Donc on se retrouve maintenant sur la table de jeu. On va maintenant vous expliquer comment bien choisir son général. Donc ici on en a 4 de représentés avec le dragon Saruman là, Bolg et Legolas. Alors Quentin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 4 héros? Eh bien ces 4 héros ils sont tous très forts, on est d'accord, mais comme on l'a expliqué précédemment, on a plutôt des héros de combat avec Bolg ici et le dragon là, qui en plus ont des gros socles, donc on va être plus susceptible d'attirer l'attention et ont besoin de rentrer dans l'art pour être efficace. Donc ça, c'est pas trop ce qu'on va privilégier. On va préférer dans ce scénario des généraux qui vont jouer un peu loin, comme Saruman le magicien,
ou Legolas, un peu plus devant ici, l'archer, qui sont capables de rester à distance tout en ayant de l'impact sur la partie sans s'exposer. On arrive à un petit affrontement entre des elfes des halls de Thranduil menés par Legolas face à une petite troupe d'orques du Moranon menée par le roi sorcier sur Ombrellé. Donc là, on a, entre guillemets, deux troupes un peu classiques avec deux généraux qui cherchent un peu à s'affronter, et on va voir comment on peut faire pour essayer soit de blesser le général adverse, soit alors de se protéger face à une grosse menace comme un Nazgûl sur Ombrellé. Alors déjà, pour essayer de blesser l'adversaire, on voit bien qu'on a deux généraux qui sont capables d'affecter l'autre à distance. Donc là, c'est très intéressant. On a donc ici le roi sorcier sur Ombrellé qui va être capable de lancer des sorts jusque sur Legolas, on va dire au-dessus, par-dessus les elfes, vu qu'il n'y a pas de souci de trajectoire avec la magie. Il va pouvoir par exemple effectuer un trait des ténèbres pour essayer de blesser le général et essayer de gratter un point. Et si petit à petit il a déjà été blessé, ou etc., on peut même aller gratter jusqu'à 3 points. Quant à Legolas, donc de l'autre côté, grâce à sa règle de tir, et comme il est un peu en hauteur par-dessus ses elfes, il pourra aussi menacer le roi sorcier avec cette fois-ci la force 3 de son arc, et essayer aussi tout simplement de le mettre à mort. Et là, dans cette situation, par exemple, tu es le joueur Mordor, comme souvent en tournoi. Comment tu te prendrais pour blesser de manière assez certaine Legolas? Donc, si je voulais, avec le roi sorcier, et autrement qu'à la magie, aller taper sur Legolas en admettant que le joueur elfe est déjà joué, et bien tout simplement, avec mon roi sorcier, je tenterais de paralyser Legolas pour être sûr qu'il ne fasse pas d'action héroïque, par exemple de frappe, quand je viendrai ensuite au contact, et puis qu'il ne puisse pas me blesser si jamais je fais des jets de dés un peu pourris. Et après que cette paralysie soit passée avec succès, eh bien je prendrai mon Ombrellé ici, et grâce au vol, je serai capable d'aller me mettre face à Legolas, et de pouvoir tout simplement gagner les points avec une frappe de mon côté pour compenser mon combat 5, passer au-dessus de Legolas et gratter les 3 points. Oui, parce qu'avec 3 attaques de base avec la couronne de Morgul plus une en charge, ça fait à peu près 8 dés enfin 4 dés pour gagner le combat, 8 dés pour blesser. On peut se dire que Legolas va passer un sale quart d'heure. C'est ça. Après, je le tenterai pas forcément en début de partie, parce qu'il faut penser au tour d'après et à l'éventuelle contre-charge de tous les elfes qui pourraient venir. Donc ça serait plutôt un mouvement à faire dans les derniers tours, parce que j'ai pas envie non plus d'exposer mon roi sorcier, et puis finalement prendre les points de généraux pour moi, et en fait les donner ensuite à l'adversaire. Ce serait ballot. Et dans cette situation, si tu n'es pas joueur Mordor, mais un joueur elfe, et que tu es à l'initiative, qu'est-ce que tu ferais comme mouvement pour se prémunir en fait de la paralysie et ensuite du combat du roi sorcier? Je pense que j'aurais 2 choix possibles. Donc là on voit en fait que je suis trop exposé, et puis comme on l'a dit, les points sont beaucoup trop importants en jeu. Donc la première solution, c'est que je peux utiliser les décors à mon avantage. On voit ici qu'il y a une maison quand même qui est assez haute, qui est bien bloquante, et qui serait sur la trajectoire de la ligne de vue du roi sorcier. Donc je peux prendre mon Legolas et me dire, écoutez, tout simplement joue très safe, je vais me décaler ici derrière la maison, et en fait je me cache tout simplement de la vue du sorcier, et même d'ailleurs de pas mal d'autres guerriers, et je reste en sécurité pour ce tour-ci. Ça c'est l'option numéro 1. Option numéro 2 maintenant, plutôt que d'aller on va dire se cacher lâchement, et parce que je me dis qu'en restant aussi en ligne de vue du roi sorcier, je pourrais aussi le menacer de mes tirs, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais, on va dire, me protéger à l'aide d'autres figurines, c'est-à-dire je vais utiliser les guerriers elfes qui sont ici pour venir tout simplement, entre guillemets, m'encercler, faire une petite cage de protection, et ce qui va faire que même si le roi sorcier veut utiliser par exemple on va dire un sort de contrainte sur un guerrier ici, et arrive à l'enlever, son socle ne pourra pas passer directement pour aller menacer Legolas, et donc je suis en sécurité pour ce tour-ci. Après avoir parlé des généraux, on va s'attaquer à la deuxième unité un peu importante de ce scénario,
Donc il s'agit donc des bannières. Donc ici on a également 4 exemples. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît? Ouais. Eh bien on va voir, comme on l'avait dit, des exemples qui sont des bonnes bannières, à notre avis. On va voir la bannière de Nuenor par exemple, qui grâce à la présence d'Elendil à portée de 6 pas, va être capable d'être résistante à la magie. Donc on va pouvoir se prémunir d'un trait des ténèbres, d'un impact magique qui va nous venir dessus. On a une bannière elfe, ici, qui va avoir une bonne capacité de combat. Et puis si jamais c'est un elfe sylvestre, vous pouvez même lui mettre une cape elfique pour la cacher derrière un décor. Pour le mâle, représenté ici, on a une bannière du Morano. Donc là aussi c'est costaud avec une belle défense. Et puis pour finir, la meilleure des armures du jeu avec l'armure naine, où là vous êtes avec une défense 7 et vous pouvez donc résister à un éventuel, une charge de guerrier qui serait venue sur le côté comme ça et qui viendrait vous surprendre. On note que toutes ces bannières ont un bouclier pour justement avoir un peu plus de chances de gagner leur combat si elles se retrouvent engagées malencontreusement par votre adversaire, et également aussi pour augmenter leur défense d'un point pour les rendre un peu plus résistantes face au tir, face à la magie, etc. etc. Parce qu'on pourra dans ce cas-là avec un bouclier se protéger derrière le bouclier, donc doubler son nombre d'attaques, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'un porteur de bannière a -1 sur ses jets de duel, donc c'est aussi pour ça qu'il faut assurer. Alors, on se retrouve pour une nouvelle petite situation concernant le ciblage des bannières et comment bien les protéger de votre adversaire. On a une petite troupe ici menée par le roi sorcier qui mène ses petits guerriers d'Angmar avec une petite tripotée d'orques, une bannière et un petit spectre, face à une petite alliance naine avec le Conseil Blanc, avec Saruman juste ici. Alors Quentin, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour soit protéger sa bannière, ou alors tuer celle de l'adversaire? Ok, alors du coup, on va jouer du côté des nains et de Saruman et essayer d'abord de se débarrasser de la bannière orque du Mordor ici. Donc, comme vous le savez, ou peut-être pas, mais vous allez l'apprendre maintenant, une bannière, elle va pouvoir se passer de figurine en figurine, de guerrier en guerrier, si jamais elle est éliminée. Par contre, ce doit être obligatoirement une figurine qui ne doit pas être en combat et qui doit surtout être debout. Et là, ça va avoir toute son importance avec un Saruman ici qui dispose du sort Impact Magique, Sorcerer's Blast en anglais, et qui va être capable de viser la bannière orque ici, de la mettre à terre, ce qui va permettre de projeter la bannière orque sur le premier obstacle rencontré, à savoir le guerrier orque derrière. Donc les deux seront mis à terre, et si vous arrivez à blesser la bannière orque avec votre force 5 d'impact, ce qui est quand même sûrement ce sera du 4+, ou 5+, et vous avez la puissance de Saruman pour pouvoir monter le jet de dés, et bien on serait capable de vous débarrasser de la bannière, parce qu'elle ne pourra pas être ramassée par le guerrier allié à côté, car il est à terre. Alors Quentin, comment on peut faire maintenant pour se prémunir d'un impact magique comme on vient juste de le voir? Eh bien c'est pas si évident, parce que les angles de l'impact peuvent, on va dire, nous mettre en danger, mais dans ce cas spécifique, on peut utiliser le guerrier qui est ici et le mettre juste devant la bannière, ce qui va créer une situation où, tout simplement, si jamais Saruman vient taper l'orque qui est ici, et donc impacter la bannière qui est derrière, et bien si jamais elle est tuée, c'est le gars derrière qui pourra la récupérer. Si jamais il veut taper la bannière directement, et bien elle ira tout simplement s'arrêter sur le guerrier derrière, socle à socle. Donc, si jamais elle est tuée, elle pourrait être ramassée, cette fois-ci, par le guerrier qui est devant. Et donc ça donne une situation où, dans tous les cas, même si vous êtes mis à terre, vous pourrez récupérer la bannière pourrait être récupérée par un allié qui est au contact, le socle à socle, et qui est debout. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que du coup, une bannière mise à terre, avec des alliés autour qui sont mis à terre, c'est vraiment quelque chose, c'est un danger grave pour votre bannière, et ça peut arriver sur les impacts magiques, ça peut arriver sur les projetés de monstres, ça peut arriver sur les courroux de la nature, ça peut arriver sur les charges de cavalerie, donc ça fait, voilà. Beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est ça.
Et là, si tu es plutôt parce que là pour le bien, il a à peu près qu'un impact magique pour essayer d'aller chercher la bannière adverse. Du côté du mal, comment tu pourrais soit aller chercher la bannière naine, et si tu es le joueur nain, comment tu fais pour protéger ta propre bannière? Alors le joueur nain, il est un peu plus, on va dire, dans la panade, parce que il a moins de choses pour se protéger, et puis il a beaucoup plus de menaces, on va dire, en face. Donc comme on l'a dit, une bannière, elle peut être récupérée par des guerriers qui vont être debout et pas au combat. Donc déjà, on peut prendre ça en considération en se disant, je suis joueur du mal, je vais tout simplement aller en l'état, prendre mes 2 orques qui sont là, contacter les nains qui sont actuellement au contact de la bannière, toc. Et dans ce cas-là, si j'élimine la bannière naine à l'aide de la magie du roi sorcier, ou en prenant mon roi sorcier et en le mettant sur la bannière, eh bien la bannière qui meurt ne pourra pas être récupérée par un guerrier. Donc ça, c'était l'option numéro 1, en combinant la charge au combat et puis un facteur magie ou une charge du roi sorcier. Autre option, on peut se dire, écoute, je vais juste rester comme ça à distance et je vais utiliser, on va dire, un double magie ou double sort. Je vais utiliser en fait le spectre qui est ici pour faire bouger la bannière, en fait la désengager de ses alliés. Donc je vais le faire un test de bravoure qui est en plus à -1 avec la présence du Nazgûl à proximité avec la règle émissaire du mal. La bannière ratant son test de bravoure, la bannière naine va reculer, s'écarter de ses alliés, et ensuite à l'aide, encore une fois, d'un trait des ténèbres ou d'une charge bien placée, je vais pouvoir aller éliminer la bannière naine. Et là, du coup, si t'es joueur nain, qu'est-ce que tu ferais pour empêcher ça d'arriver? Eh bien, je quitte la partie. Non, mais en fait, ça va être assez compliqué parce que contrairement à ce qu'on avait pu voir avant, même en essayant d'entourer, disons que si on entoure notre bannière naine avec beaucoup de figurines, on peut essayer quelque chose comme ça, on arrivera difficilement à la protéger complètement parce qu'on peut toujours enlever une figurine, charger une figurine au combat, enfin il y a beaucoup trop d'options. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est prendre Saruman en tant que bouclier, on va dire, mais dans ce cas-là on expose ses points de généraux, pas une très bonne idée. Donc là je pense que la meilleure option, c'est en reprenant la configuration de départ, de prendre sa petite bannière, coucou, et puis d'aller se mettre derrière le décor, un peu comme on avait vu avec le général précédemment. Donc, ne pas hésiter à sacrifier, entre guillemets, son effet bannière pour la préserver à tout prix, quoi. On se retrouve du coup après cette petite escapade sur les tables de jeu, tout simplement pour conclure sur cette présentation de scénario. Alors selon toi, comment tu classes ce scénario en termes de difficulté? Facile, pas facile, moyen? Plutôt facile parce que plutôt simple en fait. On est vraiment sur du combat basique et puis sur des objectifs qu'on va retrouver, objectifs secondaires comme le général et la bannière qu'on va retrouver dans plein d'autres scénarios. Donc c'est un scénario basique et en plus c'est un scénario où si vous commencez à bien dominer l'adversaire, ça va bien s'enchaîner pour vous. Enfin, voilà, il n'y aura pas de retournement de situation comme on peut avoir sur domination. Comme on a vu dans l'épisode précédent. Voilà, qu'on vous invite à regarder bien évidemment. C'est surtout aussi un scénario où la partie ne va pas se jouer sur le dernier tour. Parce que logiquement, la bannière, le général, vous pouvez l'obtenir pendant la partie. La démo peut intervenir qu'au dernier tour, mais vous aurez déjà marqué des points avant et du coup, le sort de la partie, logiquement, devrait déjà être scellé 1 ou 2 tours avant la fin, quoi. C'est ça. À part, comme on l'avait évoqué en début d'épisode, si vous vous retrouvez sur une partie très fermée où chacun des deux se regarde dans le blanc des yeux et ça va jouer sur un petit point de général ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais la plupart du temps, ça va plutôt faire des scores larges. Donc merci Quentin d'être venu faire cette présentation de scénario, toujours sympa de t'avoir. C'est un plaisir. On retrouvera Quentin sur le 3e épisode des présentations de scénario qui sera... Eh bien, Hold the Ground. Tenez-vous en position en français.
Moi, je vous remercie déjà de regarder cette vidéo. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Middle Earth SBG France, à mettre un petit like sur la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao!